Oui, alors je voudrais aborder cette deuxième partie de la conférence sur la culture et la violence, si vous voulez, en rappelant d'abord, si vous voulez, le propos auquel je m'étais arrêté, à savoir que la culture était partie prenante de la violence, n'était pas simplement et partie prenante de la violence en tant que culture, je dirais, dans son essence même, dans son fonctionnement intime, son fonctionnement remontant au fonctionnement de la langue et du langage, hein, et dans la tentative même de solutionner la violence. C'est-à-dire que la violence n'est pas quelque chose qui serait issu d'une culture de la violence, hein. Par exemple, que, vous savez, les banalités qu'on peut raconter, que les psychologues un peu superficiels peuvent raconter en disant, regarde, si votre enfant regarde la télé, il va devenir violent. Totalement absurde, sans se rendre compte que bien évidemment ce qui fait fonctionner la télé et les films violents, c'est au contraire l'imaginaire violent des enfants ou des adultes, n'est-ce pas, qui simplement diffusent, on va dire perfusent dans la culture et dans les médias, mais avec extrêmement peu d'effets retour. Je veux dire, c'est vraiment au contraire. On pourrait dire que c'est plutôt, je veux dire, la matérialisation imaginaire des fantasmes qui permet un exutoire qui permet justement de c'est parce qu'il y a la télé qu'il n'y a peut-être pas les pains et les jeux, hein, panes circenses, c'est-à-dire qu'il y a, peut-être que c'est précisément parce que on peut se suffire d'une certaine façon d'un imaginaire fantasmatique qui passe dans les médias que l'on n'a pas besoin de passer à l'acte ou d'aller voir comment s'égorgent des gens dans un cirque. Bon. Donc, si vous voulez, j'exclus totalement ça, je reviendrai dessus un jour, mais il faudrait surtout pas que les gens qui assistent à la conférence puissent supposer, presque par erreur, ils se seraient engagés là par erreur, ils seraient venus ici par erreur, penser que c'est une conférence sur comment limiter, n'est-ce pas, la violence à la télé. Non, c'est pas du tout ça. Ça serait plutôt sur l'idée comment est-ce que la culture la plus pacifique, celle qui nous rend aimables, qui nous rend aimants, celle qui nous unit avec les autres, celle qui nous fusionne au contraire dans des fraternités ou dans des solidarités, comment est-ce que c'est cette culture-là précisément qui produit les violences les plus énormes, car on ne peut pas imaginer de solidarité sans l'inverse, c'est-à-dire sans l'absence totale de solidarité avec les gens qui sont en dehors du cercle, n'est-ce pas? Donc, alors, on peut dire que peut-être à ce moment-là, est-ce que nous sommes dans un processus qui conduirait dans une culture universelle, à aimer tous les autres hommes, n'est-ce pas? C'est le message chrétien. Mais on voit aussi que le message chrétien s'accompagne, alors à l'intérieur de l'humain, au contraire, d'une haine farouche pour les gens qui sont censés être des méchants ou des mauvais, etc. Autrement dit, on ne solutionne pas. La culture qui, par le langage, nous permet justement d'échanger et de fusionner en quelque sorte nos imaginaires avec ceux que nous allons appeler nos frères, et bien d'une certaine façon, elle produit toujours par en dessous quelque chose qui serait la haine la plus profonde. Donc, je dirais que ça amplifie les phénomènes sentimentaux, mais ça ne les gomme pas, et ça les déplace. Alors, c'est là où je voudrais introduire une nouvelle idée. J'ai vu récemment une conférence d'un prix Nobel anglais de biologie assez connu, qui a été d'ailleurs anobli par la reine, qui s'appelle Paul Nurse, et qui est quelqu'un d'un niveau extrêmement élevé, qui a travaillé sur la structure de la cellule, qui est quelqu'un qui est d'une renommée absolument mondiale, et qui fait des conférences à la fois en même temps sur des thèmes très simples, sur des idées très générales concernant l'évolution de la science, de la biologie notamment. Et j'ai noté cette phrase qui était intéressante, qui était: maintenant la biologie ne peut plus fonctionner à partir des métaphores, elle ne peut plus fonctionner à partir de la métaphore, nous n'avons plus de rapport direct, de perception directe avec la réalité que nous étudions, elle est si complexe que nous devons faire appel, comme nos amis physiciens, n'est-ce pas, aux mathématiques. Et nos amis physiciens disposent par exemple de la mécanique quantique, et je défie quiconque ici dans cette assemblée, disait-il, de comprendre en fait l'ensemble de la mécanique quantique, même les spécialistes de la mécanique quantique elle-même. Je me demande d'ailleurs comment est-ce que ça fonctionne. Mais et donc nous devons faire appel également à ces formalismes abstraits
qui nous permettent de traiter d'hypercomplexité sans que d'une certaine façon nous les comprenions par une intuition directe. Mais moi je dirais que c'est cette idée-là qui est une vieille idée aussi, celle que le formalisme doit remplacer l'intuition, est certainement une idée qui est compatible avec effectivement le développement de la science, mais il faut dire aussi que ça accompagne alors ça accompagne aussi la technicité de la science, c'est-à-dire que la technicité passe par des algorithmes, passe par des applications d'une certaine façon de certaines opérations qui sont au départ des opérations logiques, mais qui finissent par des opérations, je dirais, moi je les traiterais d'alogiques, c'est-à-dire qu'elles sont à l'extérieur même du logos, c'est-à-dire des propositions qui tout de même normalement se tiennent dans une conversation. Donc on a quelque chose qui sort tout en fonctionnant au cœur de la culture. C'est-à-dire qu'on a dans la culture, et depuis très longtemps déjà, un côté inconscient, un côté non contrôlable d'une certaine façon, justement par l'imaginaire, par la métaphore. La métaphore, d'une certaine façon, fonctionne elle-même à partir de mécanismes, par exemple, grammaticaux, ou de mécanismes, par exemple, phonologiques, dont la logique échappe aux gens qui sont en train de parler. Ils utilisent des mécanismes qui sont logiques, mais cette logique s'est élaborée en quelque sorte en dehors d'eux, avant eux, et à l'extérieur complètement d'un phénomène de prise de conscience. C'est-à-dire qu'on a effectivement une ressemblance, je dirais, sur des termes relativement courts, bien entendu, le langage n'est pas très ancien, disons, en termes paléontologiques, n'est-ce pas? Eh bien, on a l'équivalent justement de cette espèce de fonctionnement extraordinaire qui résulte, je dirais, d'un entassement, d'un empilement d'histoires qui elles-mêmes sont rétroactives, sont complexes, n'est-ce pas, dans l'histoire de la biologie, c'est-à-dire que dans l'histoire, je veux dire, de la vie, l'histoire de la vie, c'est-à-dire que on a quelque chose qui ressemble dans la mesure où, dans les deux cas, bien qu'il ne s'agisse pas des mêmes espaces de temps, dans les deux cas, la conscience est chantée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de conscience, n'est-ce pas? La conscience serait une sorte, la conscience au sens de, justement, d'une sorte d'activité, de rétroaction sur la perception du phénomène métaphorique, du phénomène du langage, c'est-à-dire la capacité de susciter des images, de susciter des enchaînements d'idées, etc., etc. Eh bien, ça, si vous voulez, d'une certaine façon, ça serait inutile à la fabrication de la logique même du langage. La logique même de la culture n'aurait pas besoin, d'une certaine façon, de fonctionner à partir des effets de son propre mécanisme central, c'est-à-dire de la métaphore. C'est-à-dire qu'en gros, pour comprendre la culture, qui est, on va dire, qu'on peut résumer à la métaphore, vous n'avez pas besoin de la métaphore. C'est-à-dire que vous auriez besoin, scientifiquement, vous n'en avez pas besoin parce que d'une part le mécanisme lui-même n'est pas métaphorique, le mécanisme de construction, d'élaboration, de partage de la métaphore n'est pas métaphorique, et deuxième, parce il serait plutôt logique, c'est ce que les gens du linguistic turn, au fond, auraient un peu découvert, et dans leur foulée, des gens comme Lacan, etc., toute une psychanalyse qui s'est reformulée autour justement des progrès de la science du symbolique, et notamment de la linguistique, et notamment découvert de l'école de Prague. Et que tout ça, ça nous conduit à une sorte justement d'écartement. On écarte la métaphore elle-même du processus réflexif dans la science, qu'on va essayer de faire ressembler en quelque sorte aux mécanismes qu'il étudie lui-même, et ces mécanismes-là, qui sont producteurs de métaphores, n'est-ce pas, la métaphore, et le résultat de ça, eh bien ces mécanismes-là, on n'a pas besoin de la métaphore pour les étudier. On n'aura besoin que, au fond, de processus logiques qui finiraient d'ailleurs par, comme dans le reste de la science, s'écarter du processus métaphorique, c'est-à-dire en fait de la conversation humaine. Et bien moi je m'inscris en faux contre ça. Je m'inscris en faux, je pense que M. Paul Nurse, se trompe en partie, même pour la biologie, je suis désolé, et d'oser rentrer dans un domaine qui n'est pas le mien, également pour la physique, c'est-à-dire qu'en réalité, la physique est confrontée à la nécessité qu'il décrit, de rentrer dans le formalisme abstrait, mais cela dit, ça limite aussi la physique, c'est-à-dire qu'il est possible que la physique ne puisse pas penser certaines choses, précisément parce qu'ayant abandonné la métaphore,
elle utilise des systèmes de construction logique qui la dépassent elle-même, voilà, et qui dépassent les agents humains, qui sont des agents de la science. La science n'est pas faite par des robots logiques, elle est faite par des humains. Donc à un moment donné, si ça dépasse trop l'intuition, bah, tout simplement, on rencontre des paradoxes, on rencontre des difficultés, on rencontre peut-être même des difficultés à inventer de nouvelles choses. Alors je ne suis pas du tout en train, évidemment, de dire que les appareils mathématiques et logiques qui utilisent, qui sont d'utilisation quotidienne dans ces disciplines doivent être abandonnés, absolument pas. De toute façon, ça n'aurait aucun sens, évidemment, ce serait totalement ridicule, ce serait même ridicule. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que il faut probablement voir que si leur utilisation est devenue nécessaire, elle entraîne en même temps de nouveaux problèmes. Voilà ce que je dis. Et je dis que c'est la même chose pour la biologie, et probablement d'une façon encore beaucoup plus importante, puisque les phénomènes biologiques se rapprochent tout de même, des phénomènes mentaux, qui ne sont jamais que des phénomènes extrêmement élaborés à partir de la vie elle-même, n'est-ce pas? Et on a là effectivement. Alors moi dans ce cas-là, je cite souvent l'exemple du travail de Jean-Claude Ameisen sur l'histoire des cellules, l'histoire des bactéries, et qui, d'une certaine façon, utilise justement le langage de l'histoire, c'est-à-dire le langage des histoires, le langage anthropomorphique, hein, n'est-ce pas? Par exemple, guerre entre types de bactéries, guerre entre virus, etc., pour pouvoir arriver à se représenter, n'est-ce pas, une évolution. Alors, bien entendu, c'est en même temps certainement, Ameisen, dans ses recherches scientifiques, a certainement utilisé aussi les langages mathématiques et les langages formels, mais si vous voulez, je pense qu'on ne peut pas se passer des deux. Je pense que nous ne pouvons pas nous éloigner, même en tant que scientifiques, de l'acte humain fondamental qu'est la métaphore, dans toutes ses composantes, les composantes imaginaires, les composantes formelles, et puis, je dirais, les composantes liées à l'acte lui-même, c'est-à-dire l'acte en tant qu'il est une proposition d'action, une proposition de représentation de quelque chose à des gens. Hein. Voilà. Donc on est toujours dans un acte social. Voilà. Donc si vous voulez, ce que je crois, c'est que on va dire, c'est 4 dimensions, mais enfin on peut voir la métaphore sous d'autres formules multidimensionnelles. Et quelque chose qui, pour pouvoir, je dirais, exister, n'est-ce pas, d'une façon un peu conforme à justement son objectif dans des circonstances particulières, eh bien, doit respecter un certain équilibre. Alors, ça ne règle pas les problèmes, puisque vous pouvez toujours avoir un équilibre métaphorique à l'intérieur, par exemple, d'une langue ou d'une culture donnée, et vous aurez toujours production de haine vers l'extérieur, et je dirais même que cette haine sera fonctionnelle. Mais dans l'hypothèse qui est celle que nous vivons de plus en plus, d'une unification des cultures, et à l'intérieur d'une culture globale, et où d'une certaine façon, toutes les guerres deviennent en quelque sorte, enfin, on n'est pas encore là, mais on s'avancerait peut-être vers là, des actes criminels, ou plutôt des actes relevant d'une police. Hein. D'ailleurs, en quelque sorte, aujourd'hui, on sait très bien que la métaphore qui domine justement dans les guerres au Moyen-Orient, etc., c'est par exemple la présence des troupes alliées en Afghanistan, c'est qu'on fait la police. On fait la police, on estime que ces pays sont des pays. D'ailleurs, enfin, c'est l'histoire de rogue state, c'est-à-dire des États en quelque sorte bandits. Oui, on leur fait la guerre. Mais en réalité, on pourrait laisser tomber le mot guerre et remplacer ça par opération de police. Bon. Et je pense qu'on va vers cela de plus en plus. Peut-être qu'il y aura évidemment des reculs. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura plus de guerre mondiale. C'est possible qu'il y en ait encore. Mais il me semble que la tendance générale, c'est une unification du genre humain au niveau de la planète par le phénomène technique et par des phénomènes simplement démographiques également. Et que ceci nous conduit à simplement faire en sorte que l'ennemi ne soit que l'ennemi intérieur. Alors l'ennemi intérieur, je dirais c'est l'intérieur dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on est obligé de le confronter cet ennemi intérieur à un langage, à un discours, qui est un discours dans lequel nous, au fond, nous sommes capables de nous haïr nous-mêmes, c'est-à-dire que nous n'allons pas simplement développer cyniquement le discours que nous sommes chez nous et les autres n'ont pas à y rentrer, nous n'allons pas nous préoccuper de leur sort, n'est-ce pas ? Mais d'un discours moral. Le discours moral remplace entièrement le discours cynique de la guerre, et la guerre c'est souvent évidemment habillé de discours moraux, bien entendu, mais au fond les gens savaient bien qu'il s'agissait
tout de même d'un cynisme. On s'emparait du territoire du voisin, ou au contraire on lui résistait. Alors naturellement il y avait des aspects moraux, la résistance était plus valorisée, etc. Bon, sauf si on la considérait comme une résistance sectaire. Mais si vous voulez, il me semble que le glissement évidemment est progressif. Entre, je dirais, l'immoralité guerrière et la morale policière. Mais normalement, à moins que justement vous ayez une sorte de dépassement de ces prérogatives par la police, et avec justement la notion d'ordre totalitaire, d'ordre certes, mais totalitaire, eh bien, la morale devient absolument, comment dire, consubstantielle, n'est-ce pas, de la politique, puisque n'est-ce pas, nous devons tous nous comporter dans une solidarité, je dirais, presque de principe, n'est-ce pas, entre êtres humains appartenant à la même entité, à la même unique entité, de certaine façon. Et par exemple, les droits de l'homme, évidemment, imposent cet ordre moral au sens propre. C'est un ordre moral, n'est-ce pas? C'est pas un ordre simplement militaire ou un ordre de rapport de force, c'est un ordre moral. Eh bien, si vous voulez, un ordre basé sur le droit étant basé sur la morale. Donc à ce moment-là, nous rentrons dans un type d'activité métaphorique particulier, c'est-à-dire que nous haïssons dans la mesure où nous avons une partie de nous-mêmes qui risque de devenir criminelle, n'est-ce pas, une sorte de surmoi, etc. Mais en même temps, nous ne pouvons pas nous haïr complètement, puisque ce serait, au contraire, produire l'inverse, c'est-à-dire d'une criminalité d'État, une criminalité liée à la force policière elle-même. Donc nous sommes prisonniers, d'une certaine façon, d'un certain équilibre dans la métaphore elle-même. C'est-à-dire que la métaphore ne peut pas produire simplement, peut plus produire simplement, n'est-ce pas, un effet d'imaginaire de solidarité. Elle est aussi obligée en même temps de partager, comment dire, de relativiser cette idée et de montrer également que à l'intérieur de cette idée d'une solidarité, ou cette idée d'une solidarité plus exactement implique justement de ne pas pouvoir exterminer le contrevenant d'une certaine façon. Alors d'ailleurs, par exemple, moi c'est un truc qui me frappe tout à fait. Aujourd'hui, vous pouvez pas lire des blogs d'internet sans avoir c'est pas le commentaire du retraité ou du petit jeune haineux, c'est-à-dire que la haine est suinte littéralement par les blogs, c'est pas, vous avez toujours qu'il s'agisse de n'importe quoi, vous avez toujours une réaction haineuse, plusieurs réactions haineuses. C'est absolument frappant. Et d'ailleurs, ce qui s'était caché autrefois par les médias. Je pense que c'est Boltanski qui a fait une étude sur la dénonciation c'est les courriers des lecteurs du Monde, c'est pas, qui étaient en permanence à la dénonciation. Alors là, évidemment, c'est plus ou moins filtré. Vous avez pas d'attaque qui sert vraiment à la dénonciation, alors qu'au contraire, je dirais, le côté anonyme des lettres pouvait permettre cela. Mais on retrouve ce côté haineux. Et je dirais même que ça, à mon avis, ça doit faire réfléchir les gens qui lisent les blogs, parce que je pense qu'ils n'avaient pas conscience de ça. Les gens des médias avaient conscience de ça. Ils avaient conscience de la haine que déploie n'importe quel événement politique, mais avec ce côté répétitif. Je sais pas, l'exemple de base, c'est par exemple, vous avez une jeune fille qui est morte, a été violée, on attrape le type, immédiatement on dit récidiviste, multirécidivaire, et il y a une amplification du discours, n'est-ce pas, qui appelle carrément à lui couper la tête, ou à le dépecer, c'est-à-dire qu'il y a une espèce, on voit la haine populaire, la haine de la foule, la haine en particulier, je dirais, du retraité, parce que, j'ai rien contre les retraités, moi-même je suis pour les retraites, mais on voit tout de même, la traduction immédiate dans le blog haineux. Il n'y a pas du tout que des retraités, mais je veux dire que on voit très bien, en particulier dans la répétitivité de ce discours, n'est-ce pas, le ressentiment accumulé et qui se traduit par une possibilité, je dirais, de condamnation, n'est-ce pas, comme ça, d'un personnage plus ou moins imaginaire, n'est-ce pas, à partir d'une position totalement impunie et impunissable. Nous sommes des bons, nous sommes des vertueux et nous estimons invraisemblable qu'il existe encore des gens comme ça qui font des choses absolument stupides et qui sont d'une récurrence totale, c'est-à-dire qu'ils y reviennent tout le temps et en très grand nombre dans l'expressivité autorisée par Internet. Ce qui est très bien, parce que ça montre aux gens ce qu'ils sont. Ça nous montre à nous ce collectif, la façon dont la haine suinte littéralement en permanence de notre propre culture. C'est-à-dire, en fait, nous appuyons toujours sur le bien pour pouvoir condamner le mal, etc.
Alors ça, moi, je crois que c'est tout à fait fondamental, c'est extrêmement important. Et alors évidemment, il faudrait pouvoir expliquer cela, mais je crois que c'est quelque chose qui est inhérent véritablement au phénomène culturel. Le phénomène culturel, évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a pas de naturel là-dedans. Il y a évidemment des réflexes de colère, de peur, de violence, d'émotion, etc., qui appartiennent à l'animal humain. C'est absolument évident. Mais je crois qu'ils sont non seulement mis en forme par la culture, mais qu'ils sont condensés d'une certaine façon, réunis, concentrés et dirigés, n'est-ce pas, vers dans le phénomène métaphorique lui-même. C'est-à-dire qu'on va attaquer des personnages imaginaires, on va attaquer des personnages de fiction. La fiction, c'est à la fois c'est la production du bien et du mal, dans la fiction même, quoi. Bon, pour moi, c'est tout à fait évident. Alors, ce que je veux dire, c'est que il me semble que si nous voulons utiliser justement à cette étape de la culture actuelle, une culture mondialisée, une culture dans laquelle il n'y a plus d'ennemis extérieurs, dans laquelle vous pouvez plus, c'est extrêmement difficile de réaliser le projet de l'auteur de 1984, le roman, vous savez, ce Big Brother. Parce que Big Brother, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, bon, on est en train de réaliser le projet, à savoir des caméras partout, les caméras sur votre ordinateur, les caméras dans la maison, les caméras à l'extérieur, c'est la réalisation de Big Brother. Et ça c'est une chose, mais évidemment on se rend compte que c'est totalement absurde. Il y a des calculs qui ont été faits en Grande-Bretagne et qui montrent qu'il faut 1000 caméras pour obtenir, en moyenne, hein, c'est purement statistique, il faut 1000 caméras pour obtenir en moyenne un délit qui puisse être corrigé à partir de la vidéosurveillance. C'est-à-dire que, bon, et puis on s'aperçoit qu'il y a des paradoxes, bon, vous pouvez pas faire regarder à des flics pendant des heures et des heures des caméras sur lesquelles il se passe rien, c'est extrêmement morbide, il faudrait mettre énormément de flics derrière des caméras pour que les flics ne soient pas assommés littéralement et détruits psychologiquement par le fait d'être constamment devant ces caméras, et à ce moment-là ça coûterait beaucoup trop cher, enfin, etc. Bon. Et on peut même pas envoyer des robots immédiatement derrière les caméras pour poursuivre les délinquants, dont il s'agirait d'ailleurs de savoir s'ils le sont vraiment, puisque qu'est-ce que va faire la caméra? Elle est incapable évidemment d'interpréter. Bon, il y a eu des tentatives dans ce sens, mais c'est absurde. Tout ça ne fonctionne pas. Bon, alors ça existe ce côté de Big Brother. Mais l'autre côté, à savoir l'entretien d'une guerre permanente aux frontières, dans lesquelles il y a un ennemi contre lequel il faut toujours se mobiliser, qui n'existe pas, qui est imaginaire, et évidemment qui est une tentation tout à fait importante des pouvoirs. On voit ça à l'heure actuelle aussi. On voit très bien se dessiner, par exemple, n'est-ce pas, le monstrueux personnage islamique qui va surgir derrière les révoltes dans les différents pays d'islam et qu'il va falloir naturellement aller combattre parce que ils vont menacer Israël, ils vont menacer la paix du monde, et il va falloir toute cette jeunesse infectée par l'islam, il va falloir aller la combattre. Bon, ça correspond assez bien, si vous voulez, à 1984. C'est-à-dire, ça correspond assez bien à l'idée qu'il nous faut, à chaque fois, après les Russes, il nous faut un autre ennemi généralisé pour pouvoir le combattre et faire fonctionner tout simplement la machine sociale sans à-coups. Et voilà. Ça, je veux dire, ça c'est tout à fait évident. Mais ça fonctionnera pas non plus. Oui, ça fonctionnera pas parce que bon, bah d'abord, on n'est pas du tout sûr que les gens qui ont fait cette révolte à partir de Twitter ou en utilisant justement les éléments essentiels de la culture mondiale, ou à partir de WikiLeaks, etc. Bon, il est absolument évident que ces jeunes ne vont pas, je dirais d'emblée, retourner à la mosquée et cloîtrer leurs filles et leurs femmes pour pouvoir exister. Donc je pense qu'on entre plutôt dans d'autres formes de révolte qui contribuent encore à l'unification générale de la culture humaine et notamment au ralliement peut-être à cette culture de société qui était considérée, à tort d'ailleurs, comme étant en retard ou à l'extérieur, etc. Donc si vous voulez, moi je suis tout à fait convaincu de cela. Nous rentrons dans un phénomène de plus en plus consistant, de plus en plus fort, puissant, si vous voulez, d'une culture sans extériorité. Or, la culture sans extériorité, c'est, je dirais, d'une certaine façon, quelque chose qui empêche la métaphore de fonctionner.
Car encore une fois, la métaphore, je dirais utile, la métaphore politique, la métaphore la plus profonde, c'est pas celle des fantaisies littéraires. Quand je parle de métaphore, c'est pas la fantaisie littéraire. La fantaisie littéraire utilise la métaphore, s'amuse avec la métaphore, mais on est dans un ordre très doux. Or, vous voyez, tout à fait superficiel, à la surface des choses. Bon, alors que la métaphore, je dis pas que la culture au sens littéraire est superficielle, mais je veux dire, elle est simplement un élément d'un phénomène culturel beaucoup plus vaste qui nous englobe tous, qui n'a rien de littéraire, parce qu'il est production de fiction, mais de fiction qui ont des effets qui sont tout à fait autres que ceux des romans. Je veux dire que pour fabriquer le nazisme, qui est une fiction totalement absurde, idiote, stupide et extrêmement méchante, évidemment, il fallait éventuellement Mein Kampf, mais c'était pas un roman, c'était pas du roman. Hein. Si ça avait été du roman, comme l'imaginait, je crois, un auteur Schmitt, là, oui, à propos de Hitler, et si Hitler avait été un véritable artiste, il ne serait pas devenu, n'est-ce pas, le dictateur qu'il a été. Je n'en sais rien, c'est pas évident, mais enfin, admettons que cet auteur ait raison, et que l'art nous ait sauvés, justement en tant que l'art est quelque chose qui dérive du réel, qui nous éloigne du réel, quoi qu'on dise, qui nous éloigne du réel, voyez. C'est quelque chose de très important. Or, la fiction qui prétend justement prendre à bras le corps le réel et nous incarner dans la réalité, cette fiction-là qui est une fiction aussi, mais c'est pas la même fiction que celle de l'art. Eh bien, cette fiction-là, aujourd'hui, elle a beaucoup de mal à exister, car encore une fois, elle ne fonctionne qu'à partir de l'unification des gens, n'est-ce pas, contre quelque chose. C'est-à-dire que ça ne se présente pas comme ça nécessairement. Ça se présente, si vous voulez, par exemple, comme la volonté de créer quelque chose ensemble. Et immédiatement, évidemment, dès qu'on veut créer quelque chose ensemble, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Alors les gens qui ne veulent pas à l'intérieur, on peut les soudoyer, on peut, comment dire, les convaincre peu à peu, on peut les faire sortir, on peut les excommunier. Mais il y a un moment donné où tout de même, l'endroit où va se concentrer la résistance, n'est-ce pas, à cette œuvre commune, cette chose que l'on doit faire, que nous devons faire, c'est comme ça que ça se présente. Hein. Cette chose qui existe, d'ailleurs, elle existe, elle n'attend plus que nous, n'est-ce pas? Elle est là de toute éternité. Dieu nous l'a donnée, n'est-ce pas? Ou je ne sais pas, il n'y a qu'à creuser. Regardez, les pépites sont là. Donc, je veux dire que, vous voyez, c'est quelque chose qui est présenté comme du réel naissant, comme du réel qui est en instance d'existence. Il n'y a plus qu'un petit geste à faire. Ce geste, nous devons le faire. Et puis, évidemment, nous allons rencontrer des opposants. Et ces opposants deviennent des ennemis. Les ennemis au sens le plus grave, le plus fondamental, car qu'est-ce qu'ils font? Ils nous interdisent d'accéder à notre rêve, hein. Ils nous interdisent d'accéder justement à une réalité qui n'attend plus que nous. Bon, donc, c'est ça l'ennemi, vous voyez. Or ce processus-là est beaucoup plus difficile à réaliser dans une culture dans laquelle il n'y a pas d'extériorité. Oui, c'est très difficile. Alors évidemment, on peut toujours dire, dans l'avenir, on aura au fond des croisades. Ces croisades se feront, je sais pas, vous voyez, contre les aliens, contre les martiens, sauf que Mars, on sait déjà un peu à quoi ça ressemble. C'est pas vraiment la foule, et certainement pas des ennemis dont avait parlé tel auteur de science-fiction. Non, c'est une espèce d'extension de la Terre, voilà. Donc au fond, ça a quelque chose d'ennuyeux presque a priori. Enfin, on peut imaginer des romantismes qui se font vers l'extérieur. Ces romantismes, ils ont beaucoup de difficultés à exister. Hein, ou alors sur un plan artistique, imaginaire, oui. Mais sur le plan du réel, ça sera vraiment difficile à organiser. D'ailleurs, on sait très bien que, par exemple, dans la conquête, n'est-ce pas, spatiale, le lobby des scientifiques, qui est tout de même immensément majoritaire par rapport à d'autres lobbies possibles, plus politiques ou plus on laissait tomber en gros plus ou moins en dehors de quelques cas particuliers l'idée d'une conquête avec les êtres humains, car ça complique tellement les choses, ça ralentit tellement les programmes, c'est tellement coûteux, c'est tellement dangereux que on préfère y renoncer. Et évidemment utiliser des programmes automatiques dans lesquels on embarque des expériences scientifiques qui coûtent moins cher et qui réalisent des choses. Donc le réel, d'une certaine façon, se heurte de plus en plus au romantisme. Et le romantisme, inversement, a de plus en plus de difficultés à faire valoir
faire valoir son point de vue, si vous voulez. Donc, encore une fois, la métaphore est déséquilibrée du côté, justement, de quoi? De la technicité et du scientifique. Voilà. Alors c'est là où un peu je voulais en venir, parce qu'il me semble que ce qui est produit aujourd'hui, c'est essentiellement de la technicité du scientifique et du scientifique. C'est ça le cœur de la culture, et on a beau en dire ce que l'on veut, ça continue de gagner, de l'emporter sur des phénomènes imaginaires religieux, par exemple, évidemment sur le romantisme artistique qui est complètement, je veux dire, superficialisé, rendu sans saveur et donc qui est complètement, si vous voulez, bon. Donc, moi ça, je crois tout à fait ça, et je crois que, nous devons tenir compte du fait que si nous définissons la culture comme le fait métaphorique par excellence, il est aujourd'hui extraordinairement déséquilibré du côté de la technicité et du côté de la science, du côté justement de ce que Paul Neurs appelle la non-métaphore, mais qui est en fait un élément de la métaphore. C'est ça qu'il ne voit pas. Ce qu'il ne voit pas, c'est que la formalisation est un élément de la métaphore. C'est l'élément que vous oubliez quand vous métaphorisez. Quand vous métaphorisez, vous oubliez que vous utilisez des mots, des morphèmes, des phonèmes, des sémantèmes, des machins. Vous oubliez tout ça. Vous laissez ça pour vous laissez ça. Et vous fonctionnez, c'est-à-dire que vous y allez. Vous êtes dans l'acte. Vous n'êtes pas avant l'acte, après l'acte, à côté de l'acte, en train d'étudier l'acte. Vous êtes dans l'acte. Vous agissez tout simplement. Parce que la métaphore est un acte. C'est un acte à la fois propositionnel, mais pas seulement propositionnel. Un acte évocateur, un acte de séduction et un acte d'engagement de soi-même, performatif, etc. C'est tout ça à la fois. Bon. Alors vous pouvez, en quelque sorte, déformer l'acte dans un sens ou dans un autre. Vous pouvez le replier, en quelque sorte, l'acte de métaphore sur la métaphore elle-même. Le langage peut s'intéresser au langage, etc. Et vous pouvez, dans ce cadre-là, effectivement, avoir l'air de pouvoir vous débarrasser du reste. Et c'est un peu ce que propose Neurs, c'est ça. C'est la biologie, finalement, elle ne peut pas faire autrement. Elle est obligée de se débarrasser des éléments, je dirais, non purement logiques ou non purement formels de la métaphore. Moi, je pense qu'il a tort. Je pense qu'il a tort, aussi bien pour la biologie que pour la physique, et je pense que, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que la science puisse exister aujourd'hui sans les langages formels. Ça serait totalement absurde, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que, y compris dans la discipline la plus formelle, vous êtes obligé de faire appel dans une proposition entre scientifiques, dans une proposition scientifique également adressée au public, car le scientifique ne peut pas ne pas s'adresser au public à un moment donné, dont il fait partie, d'une certaine façon, eh bien, il y a un moment donné, vous voyez, tout ça rentre dans quelque chose qui doit être métaphorisable au sens classique du terme. Bon. Eh bien ça, si vous voulez, c'est-à-dire qu'au fond, il faut un certain équilibre. L'équilibre, il va être particulier ou spécifique à chaque discipline, d'accord. Chaque discipline va être plus ou moins, ou va être marquée d'une certaine façon, mais vous allez toujours avoir une composante, n'est-ce pas? Les diverses composantes plutôt de la métaphore vont toujours être présentes dans n'importe quelle pratique, y compris les plus scientifiques. Voilà. Même les mathématiques sont un langage, sont une langue, on pourrait dire. Les mathématiques sont une langue, c'est-à-dire qu'elles n'échappent pas et d'ailleurs ça avait été plus ou moins démontré justement par les mathématiciens eux-mêmes au début du siècle, au début du XXe siècle par contre, qui s'étaient aperçus qu'il y avait certains paradoxes qu'on ne pouvait pas lever parce que tout simplement on ne peut pas fonder la logique formelle sur la logique formelle. La logique formelle s'appuie sur des intuitions qui permettent à ce moment-là à la logique de commencer à s'élaborer, mais on ne peut pas passer outre. Et ça, à mon avis, c'est valable dans toutes les disciplines, y compris la mécanique quantique. Voilà. Donc moi, ce que je crois, c'est que, si vous voulez, il ne faut pas aller trop dans ce sens, et surtout, il ne faut pas répandre, il me semble, ce que j'appellerais l'idéologie, justement, du formalisme pur, ce que j'appelle scientiste, parce que on risque de louper des opportunités, on risque de louper des formes, justement, de créativité scientifique et de créativité en plus générale. Et surtout, à mon avis, on ne voit pas qu'à ce moment-là, et c'est là où un petit peu un des points essentiels que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est que, si vous voulez, on ne voit pas que lorsque vous allez dans ce sens-là, trop, n'est-ce pas, sous prétexte d'objectivité, de rationalité, donc de raison, donc d'exactitude, donc etc., vous allez dans un sens
qui est un sens mécanique, n'est-ce pas, et qui peut, je dirais, entraîner encore plus de violence. Parce que à partir du moment où vous créez des mécanismes imparables et où vous faites entrer, on pourrait dire, l'espèce humaine dans des rapports qui sont mécanisés, eh bien, vous donnez tout de même le pouvoir aux gens qui dirigent ces mécaniques, ces mécanismes qui peuvent être gigantesques, qui peuvent être absolument gigantesques, et il n'est pas du tout évident qu'au bout du compte, vous ne contribuiez pas à retourner la violence qui jusque-là a été réservée aux ennemis à l'extérieur, à la retourner à l'intérieur même donc du phénomène culturel global contre tout simplement tout le monde. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, sauf justement ceux qui dirigent ces processus, dans lesquels les gens sont en quelque sorte prisonniers. Et prisonniers de la mécanicité. Et on voit bien, quand on parle comme ça correspond à quelque chose de vécu par tout le monde. On voit bien que nous sommes entourés de machines, que nous sommes dans des machines, que les machines nous observent, etc. Enfin, on s'en finit par être parano, mais c'est pas pour rien. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, où je pense que devrait devenir évident le fait que toute déformation majeure du phénomène métaphorique, qui est d'abord un phénomène de conversation, eh bien, entraîne de la violence. Donc nous ne sommes pas sortis de la difficulté. L'aporie, si vous voulez, qui fait que la culture transporte la violence avec elle, la développe, la déploie, la fait grandir à la mesure même de son efficacité, n'est-ce pas? Cette difficulté-là n'est pas du tout, si vous voulez, atténuée, aplanie par le phénomène de la science, de la scientificité et de la technoscientificité. Elle n'est pas aplanie, elle est simplement, encore une fois, encore plus amplifiée, car le fait est que vous pouvez subordonner à la métaphore, si vous voulez, la métaphore disciplinée par la science, n'est-ce pas? Vous pouvez, par exemple, incarner dans des phénomènes justement d'information, parce que M. Pollners parle d'information. M. Pollners dit que d'une certaine façon la biologie ne peut se comprendre aujourd'hui d'une part en termes de chimie, en termes de physique, mais surtout en termes d'information. Bon, mais moi je crois que là aussi il a tort à un certain point. Il a raison jusqu'à un certain point, il a tort jusqu'à un certain point. C'est vrai que quand vous prenez la vie d'une cellule, apparemment, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle gère de la chimie pour en faire de l'information. C'est-à-dire qu'il ne faut pas surtout qu'on se trompe dans la quantité de protéines créées de telle et telle façon. Donc c'est une usine, comme on va dire, une usine. Et bon, la métaphore a été utilisée. Et il rentre tout à fait là-dedans. Moi, je crois qu'à un moment donné, cette métaphore devient fausse. Elle devient fausse parce que non seulement, effectivement, la cellule doit s'adapter constamment, y compris à des situations qu'elle n'a jamais rencontrées. Et quand je dis la cellule, c'est également justement les espèces d'interactions, les alliances entre cellules qui produisent tout de même les organismes supérieurs que nous sommes, n'est-ce pas? Bon. Eh bien, ce que je pense, même n'étant pas biologiste, mais tout de même j'ai le droit de m'intéresser à la vie, et avoir un discours dessus, eh bien, il me semble qu'à un moment donné, cette métaphore de l'usine est une métaphore fausse. Il est possible qu'on puisse l'inverser, qu'on puisse dire que une usine ressemble peut-être justement à la vie, dans le sens qu'elle essaye de ne pas se tromper dans des processus complexes. Parce que c'est au fond ça peut-être la vie, c'est quelque chose qui essaye de ne pas se tromper dans les processus complexes. Mais on va s'apercevoir que justement ces processus vivants sont si complexes qu'ils ne peuvent plus se comparer à une usine. Car une usine, en fait, c'est une métaphore extrêmement simplificatrice, n'est-ce pas? Où on a en quelque sorte, bon, qu'est-ce que c'est qu'une usine? C'est une boîte noire, où vous avez un certain nombre d'intrants, et puis vous avez des processus de modification, et vous avez des choses qui sortent de l'usine. Mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Une cellule, c'est d'abord quelque chose qui se maintient soi-même, ou qui éventuellement se suicide, pour pouvoir faire exister ses successeurs ou d'autres. Bon, je veux dire que on n'est pas dans un processus d'intrant et de sortant. Ça n'est pas une usine, c'est faux. Vous comprenez? C'est non seulement beaucoup plus compliqué, mais il est possible qu'à un moment donné, pour pouvoir exprimer ce qui se passe momentanément entre les cellules, eh ben finalement le langage des alliances, des mésalliances, de la guerre, vous voyez, finalement, peut-être que temporairement, ou sur certains trucs précis, ça peut être beaucoup plus efficace que le langage, que la métaphore. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Pollners nous dit, abolissons la métaphore dans la biologie, dans la science, et qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la métaphore extraordinaire de l'industrie et de l'usine, qui est la métaphore, je dirais, du XXe siècle par excellence. Donc, ça a quelque chose d'absurde. On voit bien que c'est absurde, vous voyez. Nous avons besoin de la métaphore, mais une métaphore qui prétend nier la métaphore, est-ce que c'est pas quelque chose d'absurde?
Voilà. Alors, bon, je ne suis pas en train de dire que l'équilibre intramétaphorique, c'est en quelque sorte une sorte de... Parce que ça n'aurait pas grand sens, si vous voulez. Enfin, bon, peut-être, une sorte de respect des différentes dimensions de la métaphore s'approche davantage d'une résolution de notre problème. Moi, je vais reprendre la question après la pause café, mais si vous voulez, ça me semble une orientation intéressante. Et je vous expliquerai pourquoi. Mais là, ce que je voudrais simplement dire, c'est comment se pose le problème d'une façon plus générale. D'une façon plus générale, si vous voulez, nous sommes dans la culture humaine. Nous ne pouvons pas en sortir. Il n'est pas question d'en sortir. Donc, qu'est-ce que nous avons comme moyen pour pouvoir agir sur la métaphore, c'est-à-dire en fait sur notre environnement culturel, en sachant que si nous la déséquilibrons trop vers une de ces dimensions, nous obtenons encore plus de violence, mais que si, d'une certaine façon, nous respectons aussi, je dirais pas un idéal, mais enfin une espèce de mouvement passant d'une dimension à une autre, c'est-à-dire alimentant la conversation, on pourrait dire intra-métaphorique. Je reviendrai sur ces formules qui ont l'air un peu compliquées, mais qui ne sont pas si compliquées que ça. C'est tout relativement simple, ce que je veux dire. Parce que pour moi, la métaphore, c'est pas seulement, vous voyez, comme ça, l'utilisation comme ça d'une proposition avec un ingrédient imaginaire qu'on lance comme ça. C'est quelque chose qui se fait dans la vie sociale, dans la vie culturelle, avec les autres. Ça se produit, ça s'échange justement, ça se modifie, ça se renvoie, ça se conteste, oui, une métaphore n'existe pas comme ça posée dans un dictionnaire ou sur une étagère. C'est toujours de l'ordre à la fois de la proposition, mais pas seulement de la proposition. C'est aussi, encore une fois, de l'ordre de l'évocation, c'est de l'ordre de la loi, de la règle. Il y a plein de choses qui se mélangent là-dedans, et surtout, c'est de l'ordre d'un acte social, profondément social. Vous n'êtes pas tout seul quand vous faites une métaphore. Vous la faites pour les autres, avec le stock vous voyez, du trésor des signifiants. Enfin bon, c'est quelque chose qui va. Et ça, et vous le faites surtout pour des choses très importantes. Secondairement, éventuellement, si vous vous mettez dans votre coin pour faire un joli poème, mais quoi qu'un joli poème, ça peut être très important pour tout le monde aussi à certains moments donnés, un grand poème. Mais la question, vous voyez, fondamentale, c'est que c'est surtout l'importance que ça a de communiquer avec les autres, voyez, et donc de leur suggérer ceci ou au contraire de refuser telle suggestion. Voilà, donc si vous voulez, on est aussi dans la contradiction. La contradiction appartient d'une certaine façon à la métaphore. Parce que la contradiction, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que vous allez vous appuyer sur un élément de la métaphore qui vous est proposé, qui vous est lancé, pour dire non, je ne suis pas d'accord. Non, ce que vous avez dit là, moi je préfère le voir comme ça, ou je préfère ne pas le voir du tout, ou je pense que vous avez raison, mais il faut rajouter autre chose. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer, et ceci est interne à la métaphore elle-même. Je veux dire que la métaphore n'est pas encore une fois posée sur l'étagère ou dans un dictionnaire, elle existe dans une controverse permanente. Autrement dit, elle n'est lancée que parce que d'une certaine façon, quelqu'un va la reprendre en la modifiant. Vous voyez, donc on est véritablement dans l'acte social. Et moi, ce qui me semble, c'est qu'il faut travailler à ce moment-là, si vous voulez, ce que c'est précisément que cet acte métaphorique, cet acte culturel fondamental, le travailler pour comprendre comment est-ce qu'on peut agir sur lui, ou en lui plutôt, à la fois sur lui et en lui, puisqu'il y a la possibilité de se retourner sur lui-même, pour pouvoir obtenir un effet, on va dire, de pacification, qui soit pas justement l'équivalent du mot pacification dans l'ordre colonial, à savoir on pacifie en coupant les têtes. C'est pas ça dont il s'agit. C'est plutôt d'arriver à atténuer, si vous voulez, les effets, je dirais, d'amplification de violence ou vous voyez, de mise en commun des violences collectives, mais en quelque sorte en réfléchissant sur le fonctionnement de la culture. Voilà, c'est ce que je vous propose pour tout à l'heure. Alors, je voudrais d'abord évoquer, si vous voulez, une première possibilité de sortir de la difficulté, qui est la solution proposée par la psychanalyse. C'est très important, parce que je pense qu'historiquement, ça correspond à quelque chose qui est de force, si vous voulez. La psychanalyse contient des choses qui avaient déjà été dites dans l'histoire de l'humanité. En gros, la solution consiste, si vous voulez, à glisser d'une métaphore à l'autre le plus vite possible. Faire circuler de la haine.
pourrait résumer la psychanalyse comme ça. Alors ça conserve quelque chose, ça élabore quelque chose de la méthode socratique, qui consiste à mettre en question votre désir. Pourquoi vous désirez que ce soit comme ça? Pourquoi vous désirez ça? C'est pour ça que la psychanalyse est une question posée à une question. Pourquoi vous envisagez, pourquoi vous morfondez, pourquoi vous plaignez de ceci, pourquoi vous invoquez? Alors qu'en réalité, au fond, vous pourriez très bien voir les choses de façon différente. Alors moi je dirais tout de suite que cette solution n'en est pas une parce que ça n'en est pas une au niveau historique et collectif. Pourquoi? Ça n'en est pas une pour deux raisons. La première raison est, si vous voulez, est intrinsèque. C'est-à-dire que au bout d'un certain temps, à force de remettre en cause tout le temps vos fantasmes, etc., vous finissez par vous enfermer dans un nouveau cercle, et qui est le cercle de la mise en question permanente. Vous rendez en quelque sorte la psychanalyse infinie, interminable, hein, et puis vous rentrez dans un cercle qui est le cercle justement des psychanalystes, et vous vous posez en ennemi tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Donc en fait vous avez reproduit la question à travers même votre propre question. L'implication de ça, c'est qu'en gros on ne peut pas échapper à la fixation à un moment donné sur un fantasme, même si ce fantasme-là est le fantasme d'échapper à tous les fantasmes. Vous voyez, il y a un côté paradoxal. Alors ça, c'est, je dirais, la limite ultime de la psychanalyse, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses extrêmement intéressantes, tout à fait passionnantes, soit dans la psychanalyse même. Mais la psychanalyse, il y a un mur de la psychanalyse, il y a un mur, vous voyez, qui fait qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas échapper au blocage sur un fantasme. C'est-à-dire, en gros, vous ne pouvez pas échapper à l'acte métaphorique lui-même. Bon, ça, c'est une chose qui est intrinsèque, et donc la difficulté la plus grande, mais en même temps, je dirais qu'on peut la moduler de l'intérieur, hein, dans les temps, dans la relativité, vous pouvez arrêter de faire une psychanalyse, etc. Ouais, alors la deuxième chose, c'est une limite extrinsèque. Alors, la limite extrinsèque, c'est qu'en gros, vous ne pouvez pas demander à une société, n'est-ce pas, de se débarrasser de ces centres d'intérêt, ces objets de fixation, comme vous pouvez le faire pour un individu, c'est pas possible. Premièrement, parce que vous ne pouvez pas psychanalyser une société. Deuxièmement, parce que même si vous pouviez, la société ne fonctionne pas comme un individu, c'est justement un rassemblement d'individus autour de thèmes communs qui font communauté, et vous voyez, c'est pas la même chose qu'un... Vous ne faites pas communauté individuelle autour de votre propre fantasme, c'est votre fantasme, c'est pas celui du voisin. Alors que le fantasme collectif sont ceux de tout le monde, c'est un peu différent. Et à la limite même, ce qu'on pourrait dire, c'est que les métaphores collectives ne sont pas des fantasmes, ce sont plutôt déjà des compromis entre les fantasmes, et pas des compromis nécessairement névrotiques. Il y a des compromis sociaux, historiques, vous voyez, par exemple, phénomènes religieux, etc. Alors ça, évidemment, des choses à voir avec la psychanalyse. D'ailleurs, le fait que Freud soit intéressé à la religion, ça, c'est tout à fait essentiel. On ne peut pas du tout faire comme si ça n'existait pas. Mais il me semble que là, il y a une difficulté supplémentaire. Mais je dirais que cette difficulté, elle est plutôt d'ordre technique, c'est-à-dire c'est une question d'échelle, c'est une difficulté essentiellement d'échelle. Alors que la première objection, qui est une objection, je dirais, intérieure à la psychanalyse même, à savoir que la psychanalyse est paradoxale, le projet psychanalytique est paradoxal, puisque finalement l'idée de passer d'un fantasme à l'autre finit par être un fantasme, c'est beaucoup plus important. Je crois que c'est beaucoup plus important théoriquement. Ça montre qu'on ne peut pas se débarrasser en fait d'être à l'intérieur de la métaphore. Ouais, c'est d'ailleurs ce que dit Lacan quand il dit qu'il n'y a pas de métalangage, c'est ça qu'il veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de métapsychanalyse. On ne peut pas se situer en dehors, on est dedans. Et à mon avis, c'est cette intuition-là qui lui avait fait essayer d'organiser la psychanalyse, enfin, sa petite société de psychanalyse à lui, comme une chose trappe, c'est-à-dire comme quelque chose qui empêche justement de tourner en rond, quoi. C'est-à-dire qu'en faisant analyser les analyses par des non-analysants, par des non-analysés, d'une certaine façon, il montrait le caractère paradoxal dans le fonctionnement de la psychanalyse. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, ou ce qu'il avait prévu, mais il s'en foutait parce qu'il allait mourir, c'est qu'y compris ce dispositif finirait par être un dispositif qui serait lui-même transformé en culte, transformé en fantasme social, et que on se mettrait à adorer le processus de la passe comme on adorait Lacan lui-même, etc. Donc de toute façon c'est voué à l'échec. Mais c'est un échec amusant, un échec on pourrait dire hyper réaliste, ou c'est un échec artistique, c'est drôle, ou surréaliste, un échec surréaliste. Bon, enfin, moi je ne renie pas du tout la psychanalyse, d'abord parce que ça peut être même un soulagement extraordinaire pour les individus, qui se fixer sur un fantasme, il n'y a rien de plus chiant, avec
tous les symptômes que ça comporte. Enfin bref, pour les névrosés, c'est quand même une chance extraordinaire, et même d'ailleurs pour les gens atteints plus durement par la culture, j'allais dire. Bon. Et dans un sens, si l'individu sait bien s'en tirer, si c'est rusé, eh bien, faisant correct, justement sans retomber dans des erreurs, sans fétichiser la psychanalyse elle-même, il peut aboutir à des résultats extraordinaires. Donc moi je ne suis absolument pas pour critiquer même la psychanalyse. Mais je pense qu'il faut pas s'imaginer que la solution, je dirais, politique et culturelle se situe dans le dispositif psychanalytique, je crois pas, ou dans un dispositif analogue. Bien que, encore une fois, l'idée de trouver de la diversion à l'objet de haine, à l'objet d'amour, c'est intéressant comme idée. Ça peut être repris socialement et politiquement, bien entendu. Mais jusqu'à un certain point. On va voir jusqu'à quel point. Il y a une comparaison amusante à faire entre le processus analytique, de diversion de soulagement par rapport au fantasme unique et les médias. Oui, il y aurait une comparaison à faire avec les médias parce que c'est vrai que ce que font les médias, c'est qu'ils font passer d'un objet à un autre. D'ailleurs, au fond, mais la comparaison est des limites parce que en réalité, les médias sont une sorte de scan, si vous voulez, l'actualité et passent d'un objet de haine à un autre, mais ils enfoncent le clou, c'est-à-dire qu'ils enfoncent chaque clou, ils tapent sur plusieurs clous les uns après les autres. Effectivement, ça a un certain effet d'allègement, parce que par exemple, vous êtes sous le feu, comme on dit, de l'actualité. Bon, vous êtes bien content quand les médias se lassent et vous lâchent et passent à autre chose. Donc il y a un côté comme ça. Mais donc en ce sens, ça ressemble un peu, parce qu'effectivement, ça soulage de passer à un autre objet. Mais, et d'ailleurs, ça limite effectivement l'effet de haine apporté à chaque objet. Donc en ce sens, c'est quelque chose qui ressemble. En même temps, ça ressemble peu, parce qu'encore une fois, ça enfonce le clou à chaque fois. Chaque fois que ça passe, ça enfonce un tout petit peu le clou. Et finalement, la résultante, c'est que je dirais que ça amplifie plutôt chaque objet de haine. Des objets de haine spécifiques pour chaque type, par exemple, de public, n'est-ce pas? Chaque public a son objet de haine. Et au fond, ça contribue plutôt, je dirais, à généraliser la haine sans réellement l'atténuer fondamentalement. C'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, de dissoudre un objet de haine, ça enfonce le clou jusqu'à ce que ça passe à autre chose. Mais ça ne veut pas dire que ça atténue vraiment la haine sur cet objet. Et finalement, je pense que ça contribue à irriter davantage et à faire courir la haine de façon souterraine sans réellement la régler objet par objet. Voilà. Donc moi je dirais plutôt que ça verrouille une sorte de fantasme généralisé qui a peut-être, enfin je ne sais pas dans quelle mesure, dans la mesure où les médias sont relativement libres, ne sont pas trop... Il y a une dictature de l'actualité, mais qui ne ressemble pas tout de même à celle d'une religion, ou celle d'une religion ressemble plus à celle d'un fantasme, c'est net. Alors, il y a certainement un rapport entre la psychanalyse et la violence culturelle, mais ça n'est pas dans le même laps de temps, je veux dire, ni dans les mêmes échelles. Je prendrai l'exemple de l'antisémitisme. Ce qu'on peut tout de même reprendre, si vous voulez, de l'idée de faire tourner la haine, donc l'idée d'un peu de la psychanalyse tout de même, c'est que d'une certaine façon, effectivement, le soulagement, je dirais, des fixations consubstantielles de la culture. Parce que qu'est-ce que la culture fait? Elle désigne des objets. Elle essaie elle produit du désir. Elle est constamment en train de construire par les mots et par l'assemblage des mots des objets de désir. Et donc des concentrations qui, par la suite, des concentrations de l'attention, des concentrations d'énergie, n'est-ce pas, qui font partie du problème, d'une certaine façon. Voilà. Les caractéristiques de la culture, c'est-à-dire le fait d'être capable de définir une totalité ou une particularité, le fait d'être capable de diviser, toutes les opérations de la culture, qu'elles soient plus ou moins formalisées ou non, qu'elles soient formalisées ou non, je veux dire, nous ramène assez rapidement à la pathologie possible, notamment dans la haine. Enfin, la catégorisation, c'est par exemple évident. Quand vous catégorisez quelqu'un, Lévi-Strauss racontait que pour lui les castes c'était à la fois une tentative extraordinaire
justement de faire cohabiter des gens tout en les laissant libres de faire leurs propres activités, d'avoir leur propriété. L'échec de ça, c'était précisément la transformation relativement rapide, mais surtout historique, enfin sur des très longues durées, de ce système on va dire de fabrication d'îles en quelque sorte sociale en catégories commensurables et donc en fait en système de comparaison, hein, à la Rousseau, le système de comparaison entre le plus et le moins, c'est-à-dire entre les castes supérieures et les castes inférieures. Alors qu'au départ c'était pas du tout ça, enfin prétend-il, j'en sais rien. Enfin en tout cas c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça. Alors c'est-à-dire que ça, voilà typiquement quelque chose qui s'est enchâssé dans un dispositif de la culture, qui est la distinction, aurait dit Bourdieu, qui est presque impossible à enrayer, puisque précisément le but même, n'est-ce pas, enfin, qui a sélectionné d'une certaine façon dans la nature ce trait de la culture, c'est d'organiser une entité fusionnelle contre une autre, bon, contre autre chose, contre l'extérieur. Donc en fait, obligatoirement, cet effet est presque imparable. Donc l'idée analytique, d'une certaine façon, de défaire la catégorie avant qu'elle se catégorise, justement qu'elle tombe, hein, qu'elle catégoria, qu'elle tombe justement, et qu'elle devienne d'une certaine façon inévitable, qu'elle s'antifie au sens antifié, hein, au sens dit antifié, non, ens c'est la chose, hein, qu'elle se chosifie, et qu'elle donc devienne une espèce d'objet dur, qui est objet de désir, objet de phobie, objet de ce qu'on veut, mais enfin en tout cas objet, n'est-ce pas? Et objet par rapport à un sujet qui lui est assujetti, car qu'est-ce que c'est que le sujet? C'est celui qui est assujetti à son objet, d'une certaine façon, ou assujetti au système qui le... On explorera une autre métaphore, qui est justement la métaphore de la conversation. Parce que la métaphore de la conversation, au fond, c'est dans la conversation que s'élaborent ces choses-là. Alors, conversation entre quoi et quoi, c'est ça le problème. Donc il va définir le type de conversation, parce que on peut avoir une conversation qui se fasse entre des choses extrêmement... Une conversation, par exemple, je ne sais pas quoi, entre des religions en fait extrêmement fermées, mais qui sont obligées de converser à certains niveaux ou sur certains fragments d'objets, de façon à peut-être pouvoir... qu'ils échangent d'ailleurs, on est dans la négociation. La conversation peut aussi se terminer en guerre ou commencer par une guerre. Donc, et la guerre peut avoir un côté conversationnel, hein, continuation de la politique, disait l'autre. Donc... je crois que la métaphore de la conversation est limitée aussi, elle aussi, hein, mais peut-être utilisable à condition de définir de conversation entre quoi et quoi, et conversation comment. Bon, la conversation entre quoi et quoi. Ben, moi, je me suis aperçu, je suis pas le seul sans doute, mais que au fond, l'exercice social de la métaphore consistait, d'une certaine façon, à se spécialiser chacun dans un aspect de la métaphore. Hein. Comme si, pour pouvoir contester d'une certaine façon une métaphore qui était acceptée par tout le monde, la seule solution, qui était devenue dominante, la seule solution c'était de prendre position dans le dispositif de la métaphore. Et puis d'une certaine façon, c'est vrai que pour revenir à cette conversation, que la conversation peut endurcir chacun dans sa position. Enfin, chacun va se murer dans sa position parce que l'autre en a pris une autre. Et ça peut être indéfini. À la limite même d'ailleurs si on change de position, ce qui peut arriver dans des conversations, vous savez, un terminal à 3h du matin, en fait vous vous apercevez que vous avez pris la position de l'adversaire, et l'adversaire a pris votre position, ça ne change rien à la structure. La structure est toujours aussi indurée. D'une certaine façon, au niveau social et politique, ces situations-là sont terribles, parce que vous n'avez même pas besoin d'inventer l'ennemi extérieur de Big Brother 1984, parce que ça se fait tout seul. Chacun, en quelque sorte, les adversaires s'entendent dans leur adversité, dans leur opposition, s'entendent pour maintenir la structure. D'une certaine façon, ils s'entendent comme larron en foire, mais pour être ennemis. Ils s'entendent pour être ennemis. Des ennemis qui s'entendent sur le fait qu'il faut qu'il y ait des ennemis. Donc c'est parfait à ce moment-là, vous comprenez, chacun se massacre et puis tout le monde est content. Mais en même temps, évidemment, rien ne bouge à ce moment-là. Alors, c'est pour vous dire que je vois très très bien les limites de la métaphore de la conversation. Alors, il y a peut-être d'autres positionnements qui sont possibles
je dirais, qui ressemblent à une conversation, mais qui ne sont pas non plus une conversation. C'est-à-dire qui sont une conversation particulière, si vous voulez, on pourrait dire à la limite. C'est justement quand vous acceptez que tout le monde appartient à la métaphore, tout le monde appartient à la culture. Et que d'une certaine façon, les positions que vous prenez sont des positions qui ne peuvent être d'une certaine façon que des positions internes à cette culture. Bon. C'est-à-dire en fait qui représentent des éléments indispensables de cette culture, mais ces éléments indispensables sont spécifiques. C'est pas tout à fait de l'économie, mais ça ressemble un peu à l'économie. L'économie ressemble à ça, si vous voulez. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ce que vous faites, vous, qui est votre passion, par exemple, vous vous spécialisez, je ne sais pas quoi, dans la grammaire, vous vous spécialisez justement dans le formalisme, vous vous spécialisez dans la science, hein. Bon, c'est évident que cet aspect est absolument indispensable. Je dirais que c'est pas parce qu'il y a des linguistes que la culture existe, hein, ou que la langue existe, bien sûr, mais les linguistes peuvent éclairer la façon dont fonctionne la langue, et d'une certaine façon, ils sont liés à la langue. Enfin, les linguistes sont liés à la langue, ça a l'air un peu con, mais c'est... donc quand vous parlez langue, à un moment donné, vous parlez linguistique, quoi, et vous ne pouvez pas faire vraiment... Alors, ça veut dire une chose, c'est que... comment dire si, par exemple, dans une conversation, on vous fait remarquer que votre logique est mal construite, que vous avez utilisé une formule qui n'est pas une formule usuelle, mais qui peut prêter à confusion, etc., que justement la figure de style que vous avez employée n'est pas la bonne, etc., vous pouvez toujours envoyer une baigne au gars qui vous fait la remarque en disant « mais tu m'emmerdes » et puis d'abord je t'emmerde, enfin bon, ce qui est tout à fait grammatical d'ailleurs, mais voilà, vous pouvez très bien, voilà, mais vous pouvez tout de même pas complètement nier qu'il est tort. Ça, vous pouvez pas nier qu'effectivement, si vous voulez présenter un argument correctement, vous êtes obligé, par exemple, dans certaines circonstances, de respecter certaines règles de grammaire. Hein. Sinon, tout simplement, votre argument ne porte pas, ou il est mal construit, ou il utilise des mots qui ne sont pas les bons, ou vous avez des meilleurs mots pour pouvoir décrire ce que vous dites, etc. Bon. C'est-à-dire que vous pouvez récuser le détail, si vous pouvez même rentrer dans la conversation que le type impose, mais à un moment donné, vous avez une sorte de notion de discipline qui est liée, je dirais, à la passion, parce que plus vous êtes passionné, plus d'une certaine façon vous allez rentrer dans le champ tôt, plus vous allez vous y consacrer, plus vous allez même passer des diplômes, plus vous allez faire des sacrifices, et plus vous allez finalement devenir très bon dans le domaine. Donc à ce moment-là, si vous commencez à répondre, vous faites son jeu, c'est-à-dire que vous allez commencer effectivement à faire de la grammaire et de la linguistique, vous allez faire... comme M. Jourdain, de la prose. Et vous allez commencer à être obligé de le savoir que vous faites de la prose. Et en sachant que vous faites de la prose, vous ne ferez plus de la prose, puisque la prose c'est quoi? C'est prosaïque. Hein, c'est-à-dire que bon, c'est vraiment la pratique, c'est la quotidienne, l'échange quotidien, la chose pratique. Il n'y a pas cette poétique, cette poésie, c'est-à-dire justement cet écartement par rapport, cet éloignement par rapport à la réalité, et vous commencez à devenir sophistiqué malgré vous, vous cultivez malgré vous. Et la culture, justement, ça consiste en quoi dans ce cas-là? Précisément, à reconnaître la passion de l'autre. Voilà, donc, alors après, vous ne risquerez pas nécessairement longtemps sur ce champ, vous allez prendre ce champ ce qui vous intéresse, vous allez vous en servir à l'école, mais ensuite vous ferez autre chose, enfin vous allez devenir quelqu'un qui va pratiquer la prose ou la poésie de façon très sophistiquée mais spontanée, hein, voilà. Comme Cyrano de Bergerac qui parle directement en vers tout en se battant à l'épée. Voilà, vous allez utiliser une langue qui, malgré vous, qui que vous soyez et quoi que vous en pensiez, est plus sophistiquée que vous, d'une certaine façon. Elle va vous faire prendre la vie pratique dans un certain style, qui est un style qui va être nécessairement un style particulier et relativement élaboré. Voilà. Et puis ensuite, vous ne pourrez pas redescendre de votre piédestal, ça sera très difficile. Vous pouvez toujours avoir un style argotique dans votre propre langue, mais votre langue aura un style précis qui va en quelque sorte faire un peu transporter avec elle, transmettre toute une discussion, une conversation qui a déjà eu lieu et qui s'est transformée en règle par exemple de grammaire ou en règle stylistique dans une langue donnée. Donc vous allez transporter avec vous votre sophistication et après quelque chose que vous fassiez, aussi prosaïque soit-elle justement, manger, dormir, même baiser, même ce que vous voulez, faire la guerre, vous allez le faire dans un certain style. Les Anglais font la guerre dans un certain style, qu'ils le veuillent ou non.
Donc, quand ils sont morts, ils ressemblent aux morts du camp en face, mais avant de mourir, ils meurent d'une certaine façon. Ils meurent dans un certain style, voilà. Alors, on voit que c'est assez différent même de, comment dire, de proposer une conversation dans laquelle chacun est une entité, je dirais, une sorte de monade, bon, qui éventuellement est gentil et poli avec les autres, mais ou plus agressif, mais qui de toute façon ne représente de toute façon que lui-même, mais en même temps, peut-être il prend position, mais dans une position d'une certaine façon d'emprunt. Alors que si vous pensez à la conversation sous un autre mode, sous le mode une relation, on pourrait dire nécessaire, n'est-ce pas, entre des aspects absolument inhérents à la culture, n'est-ce pas. D'abord, vous êtes obligé de laisser la parole à l'autre pour savoir ce qu'il va vous dire, parce que vous avez besoin de ce qu'il va vous dire. Et parce que de toute façon, ça aura une influence sur votre propre comportement, et parce que de toute façon, vous êtes partie prenante. Par exemple, encore une fois, peut-être que vous, comme M. Jourdain, vous faites de la prose sans savoir, mais il y a un moment donné où vous devez le savoir, et de toute façon, il y a un moment donné, quelqu'un ou vous-même, vous allez vous arrêter pour savoir quelle est la correction du langage, etc., obligatoirement. Donc, M. Jourdain le fait de lui-même, d'ailleurs. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est qu'il y a certains types de conversations qui sont nécessaires. Ce ne sont pas simplement des rencontres fortuites, c'est des rencontres obligatoires, pas tellement pour faire la paix ou pour faire la guerre, mais parce que simplement, obligatoirement, quand vous parlez, vous êtes amené à, je veux dire un contenu, proposer quelque chose à partir d'autre chose, pour des gens, et par des moyens, par exemple, grammaticaux, des moyens techniques. Bon. Donc, si vous voulez, automatiquement, il y a un aspect, c'est comme, c'est effectivement une organisation. La métaphore, c'est une organisation sociale, où chacun, d'une certaine façon, en prenant position, contribue en même temps au fonctionnement du tout. Mais le fonctionnement du tout n'est pas... alors on pourrait dire que ça peut exister pour chaque métaphore particulière. Si vous êtes engagé dans une métaphore religieuse, vous allez avoir dans la religion même des spécialistes du texte, des spécialistes du contenu, des espèces d'évocateurs à la fois artistes et prophètes. Vous allez avoir des savants, des prophètes, etc. Vous allez avoir des juristes, vous allez avoir... donc automatiquement, on pourrait dire que à l'intérieur de chaque métaphore précise. Mais le problème, c'est quand vous arrivez à une métaphore unique. On fait l'hypothèse de ça, qu'il y a une tendance à la culture unique au niveau du monde. En tout cas, qu'il y a quelque chose... Bon, d'autres cultures peuvent exister simultanément, mais qu'il y a quelque chose qui fait l'unité et qui va se situer, qui se situe, comment déjà se situer là. Et que là, vous n'avez pas d'extériorité. Je dirais que c'est à l'intérieur de ça que ça doit se passer, c'est pas à l'extérieur. Et à ce moment-là, comment dire, d'une certaine façon, vous pouvez plus exclure, vous pouvez plus excommunier. Donc, à la limite, il y a un principe d'autorité ou de global qui disparaît. Et il ne reste plus que les différences internes. Les différences internes qui sont organiques, qui se structurent, mais qui ne se structurent pas par rapport à une souveraineté vers l'extérieur. Bon. Alors ça, je crois que c'est important. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? Il se produit de cette façon une sorte d'autonomisation, enfin, relative, ça ne va pas jusqu'au bout, évidemment, une relativisation de la position, n'est-ce pas, que vous prenez, et qui est en même temps nécessaire, en quelque sorte, au fonctionnement de l'autre. Mais elle ne peut pas non plus prendre toute la place. C'est-à-dire, quand vous parlez, vous ne pouvez pas passer votre temps à parler de grammaire. À un moment donné, vous passez à l'acte de parole. Voilà. Alors après, on peut vous faire remarquer, mais attention, vous arrêtez, attention là, point d'ordre, vous vous êtes mal exprimé. Mais enfin, bon, vous vous exprimez. Donc, à ce moment-là, on passe dans le contenu. On va passer tout le temps, je dirais, à l'organisation de la discussion. Vous discutez, point. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose comme une sorte d'équilibre, n'est-ce pas, entre des positions qui sont en même temps des éléments, on va dire, presque fonctionnels. Mais pas fonctionnels au sens où, de toute façon, comme il n'y a pas de but, n'est-ce pas, la métaphore, enfin, au niveau métaphorique auquel je pense, autre que soi-même, autre que simplement d'être plongé dans la culture. Et la culture ne sort, justement, à partir du moment où, par exemple, il y aura une discussion qui serait d'orienter cette culture dans un sens ou dans un autre, immédiatement, d'autres positions, à l'intérieur même de la culture, pourraient dire, mais non, nous ne sommes pas d'accord. Voilà. Donc la culture, d'une certaine façon, devient une sorte de champ culturel, et pas tellement de contenu, d'orientation. Par contre, elle a besoin de contenu. Si un champ culturel sans contenu, c'est pas un champ culturel. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est assez compliqué à définir, en même temps, c'est pas si compliqué.
Effectivement, ça, c'est une conversation assez particulière, encore une fois. Et ça peut être une conversation, on pourrait dire, au bout du compte, zététique, c'est-à-dire en fait amicale, pour parvenir ensemble à quelque chose, même si ce quelque chose, au fait, d'une certaine façon, peut changer ou peut, vous voyez. Mais en tout cas, il s'agit bien d'une conversation particulière. C'est pas n'importe laquelle. C'est pas une conversation. Bon, c'est une conversation qui s'appuie sur le fait que chacun participe à ces conversations à partir d'une position qui est une position en même temps se réclamant de sa nécessité dans la conversation. C'est-à-dire que c'est pas seulement juste une position comme ça purement, je veux dire, aléatoire, enfin, qui est totalement subjective. Voilà. Et moi, je crois qu'il n'existe pas, d'ailleurs, enfin, un nombre considérable de positionnements qui ont cette importance, on va dire, anthropologique. Il y en a que quelques-uns, et en fait plutôt symétriques, 2, 4, 6, 8, je sais pas. Alors, en tout cas, il y a l'idée d'une symétrie, ne serait-ce que pour pouvoir postuler l'idée d'une sorte d'égalité, vous voyez, de droit, de moyens, etc. Alors ça c'est une chose qui peut être explorée à mon avis, et c'est-à-dire qu'on va tourner, ça va tourner, effectivement l'objet de haine ou l'objet d'amour va tourner. Le grammairien n'a pas du tout le même objet de haine ou d'amour que, je sais pas, celui qui fait des grands projets architecturaux ou des grands projets de création, vous voyez, d'un mouvement, bon, ou des grands projets je veux dire, comment dire, d'énonciation poétique ou théâtrale ou, vous voyez, bon, ou religieuse, c'est-à-dire que, bon, naturellement, on voit bien que vous avez des différences de passion. Mais en même temps, ces passions, c'est pas tellement l'idée, si vous voulez, d'Adam Smith, je veux dire, vous savez, les vices privés font les vertus publiques, ou bon, les vices privés, malgré eux, enfin, d'une certaine façon, en dépit des vices privés, il y a quelque chose de public qui s'installe. C'est pas exactement ça que je veux dire. C'est plutôt chacun prend une position qui est d'ores et déjà, je dirais, dans le fonctionnement de la métaphore, c'est-à-dire participe de cette façon à la conversation. Donc en fait, c'est fonctionnel, on pourrait dire, et en même temps, donc ce n'est pas, on ne peut pas parler d'égoïsme, mais en même temps, naturellement, comme chacun n'arrive à rentrer dans la conversation que par de cette façon une entrée, alors oui, on peut dire qu'il y a un côté passionnel, qu'il y a un côté intéressé, mais ce côté intéressé ne porte pas sur le fond même de la chose. Vous voyez, ça porte plutôt sur une sorte d'accentuation exagérée. Là. Et à ce moment-là, c'est l'autre qui vous rappelle à l'ordre, et qui vous rappelle à l'ordre commun, en vous disant, mais attention, là tu vas trop loin. Si on passe 12 heures sur 24 à parler de grammaire, quand est-ce qu'on va parler? Tout simplement parler. Voilà. Ou l'inverse. On va passer je sais pas combien d'heures à faire du théâtre, à évoquer, faire la peinture, de l'art, mais quand est-ce qu'on passe à quelque chose qui n'est pas dans l'imaginaire, mais dans la réalisation, vous voyez, du projet, par exemple. Bon. Et pas seulement sa copie conforme ou sa copie dans l'art, hein, comme dirait le cinéaste Kiarostami, qui a fait un film assez beau récemment là-dessus, justement sur en fait la réalité et la copie conforme de la réalité, hein, au travers d'une sorte de duplication d'une situation de couple qui n'existe pas, en fait, qui dans la réalité n'existe pas, par leur entrée en fiction d'un couple qui aurait existé, et où il se passe la même chose d'une certaine façon, une sorte de redoublement. On ne sait pas tellement quel est l'original et quel est le. Mais bon, moi je crois que c'est effectivement un problème qui peut se poser. Mais le fait c'est que dans la réalité de la fiction, c'est-à-dire dans la réalité de la métaphore, de l'acte culturel humain, eh bien, il y a un moment donné où il y a des gens qui vous rappellent à l'ordre et qui vous disent, mais écoutez, qui fait la vaisselle, comme dirait l'autre. Vous savez, d'où viens-je, où vais-je, quelle est l'origine du monde, quelle est la fin du monde, mais qui fait la vaisselle? Voilà. On pourrait dire que le réel intervient de cette façon-là, par exemple. Eh bien, c'est pareil, je veux dire, ou qui, voilà, quand est-ce qu'on passe à l'acte, quand est-ce qu'on fait quelque chose? Vous avez souvent, d'ailleurs, dans les réunions, vous savez, comme ça, des gens qui appellent à l'acte, à l'action, quand est-ce qu'on passe à l'action, d'autres qui freinent, hein, en disant, mais attention, il y a des points de procédure, il faut faire ça bien, etc., mais qui freinent, et puis, vous avez souvent comme ça, cette espèce de diffraction à l'intérieur justement d'un projet commun. Sauf que là, il ne s'agit pas d'un projet commun, il ne s'agit pas d'une communauté, il s'agit de quelque chose qui nous est imposé totalement de l'extérieur, et qui est la culture même, d'où nous ne pouvons pas sortir. Nous n'avons que des choix à faire à l'intérieur, voilà.
Alors, l'idée, c'est que quand on rejoint un certain niveau de généralité, en même temps de profondeur du positionnement, ce que peut-être justement la politique n'a pas atteint pour l'instant, en se contentant, par exemple, de positionnements religieux, de positionnements nationalistes, nationaux, de positionnements économiques, des choses comme ça, en fait, on s'est arrêté à des mauvaises fractures, à des oppositions qui n'ont pas un sens profond du point de vue d'une culture universelle. Voilà. Alors moi, je crois que si on prend au sérieux l'idée d'une culture universelle qui est en train de s'imposer, peut-être pour qu'elle soit pluraliste, c'est-à-dire justement qu'elle ne s'engage pas dans une voie unique, il faut lui trouver d'une certaine façon les positions internes qui permettent justement de s'opposer suffisamment entre soi, ce qui ne veut pas dire s'opposer par le conflit, mais s'opposer, je dirais, en se posant, c'est-à-dire en posant la position, la positionnalité comme devant occuper réellement son espace-temps réel, vous voyez. Peut-être qu'on ne les a pas encore trouvés, on ne les a pas inventés, mais il y a quelque chose qui me dit, si vous voulez, que c'est dans ce sens-là qu'il faudrait aller pour arriver à obtenir l'objectif, c'est-à-dire une réflexivité réelle de la culture sur elle-même. Hein. C'est-à-dire une réflexivité, c'est-à-dire un retour de la culture sur elle-même. Elle commence d'une certaine façon par essayer de comprendre comment elle fonctionne. La culture essaie de comprendre comment elle fonctionne, comme un cerveau qui essaie, si vous voulez, par des circonvolutions de plus en plus complexes, de pouvoir prendre conscience de soi, etc., et d'agir dans le monde à partir d'une sorte déjà de pli, de repli, de complexité, si vous voulez, intérioriser de complexité dans la conscience même. Ben moi, je crois que, si vous voulez, on peut essayer voilà, par une analogie, de trouver quelque chose d'analogue au niveau du fonctionnement de la culture. J'aime pas les analogies entre culture et cerveau, mais enfin, une culture globale, doit pouvoir, à mon avis, à un moment donné, être capable de travailler sur sa tendance à la globalisation et d'essayer de pouvoir la contrer, éventuellement, quand cela devient pathologique, par des principes de pluralité qui sont des principes, je dirais, existants à son propre niveau. Alors, qu'est-ce qui existe au niveau fondamental de la culture? Eh bien, il me semble que c'est simplement, si vous voulez, les positionnements qui se produisent, je dirais, qu'on le veuille ou non. Et après, si on le veut, c'est encore mieux parce qu'on arrive à contrôler à ce moment-là, dans le temps, les variations, je dirais, d'intensité, d'énergie qui poussent la culture à s'emporter dans un sens sous une passion ou sous une autre. Vous pouvez avoir une époque définie par les mathématiciens, les grammairiens, une autre époque définie par les élucubrateurs de grandes incantations, de grandes évocations, invocations. C'est vrai qu'il serait plutôt du côté du religieux et de l'art. À d'autres moments, c'est plutôt le cynisme, n'est-ce pas, actuel du potentat, c'est-à-dire en fait ce que Weber mettait sous la notion de charisme. Et puis, vous avez au contraire, à un moment donné, une sorte de retrait de la vie publique, parce que, voyez, ce que je suis en train de dire là, c'est qu'il y a des passions différentes qui sont en même temps des passions liées, attachées les unes aux autres, en même temps différentes, conflictuelles, mais en même temps croisées en quelque sorte, n'est-ce pas, qui produisent un type d'antagonisme qui n'est pas celui de la guerre, qui n'est pas celui de refluer toutes les contradictions vers l'extérieur. Je dirais que vraiment à ce moment-là on joue, et on travaille avec la contradiction interne. Et c'est ce jeu de travailler sur sa contradiction interne qui est simplement le fait que, je dirais de façon intransitive, c'est-à-dire qu'il n'y aurait même plus d'objet que c'est justement parce qu'il n'y a plus d'extériorité, d'une certaine façon, que la culture doit travailler avec ses propres contradictions internes et qu'elle est amenée, sa réflexivité, n'est-ce pas, ne signifie pas simplement, je sais pas, faire attention à ce qu'on fait, je sais pas, des idées à la Ulrich Beck, la société du risque, donc maintenant il faut intégrer le risque ou la société. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que nous serions passés, si vous voulez, à une ère où la culture doit réfléchir sur elle-même et réfléchir sur le fait que de toute façun, même si elle n'a pas d'objet, elle sort d'un, d'une certaine façon. C'est-à-dire elle réfléchit sur son propre fonctionnement, qui l'entraîne en général dans une espèce de fascination par l'objet, hein, donc une relation sujet-objet, et que c'est ça qu'elle doit arriver à mettre en cause, pas mettre en cause, mais déjà à constater. C'est-à-dire que déjà une culture dont le doublage politique serait simplement le fait que la culture fonctionne de cette façon et qu'elle a besoin d'une certaine façon justement de cette pluralité interne, et qu'elle a cette pluralité de toute façon. Mais elle l'a d'une façon heurtée, conflictuelle, qui pourrait être, tamisée par la conscience de cette différenciation interne. Il me semble que c'est dans ce sens-là, je vais revenir maintenant plus progressivement, si vous voulez, mais il me semble que c'est dans ce sens-là qu'on peut réfléchir à l'idée d'une culture réflexive, c'est-à-dire d'une culture qui se contrôlerait elle-même en quelque sorte
dans ces pathologies et dans ces tendances excessives et dans ces tendances mortelles et mortifères.